Bonjour et bienvenue donc à cette partie du cours dédiée strictement au cours sur la géométrie dans l'espace. Aujourd'hui, on va essayer de terminer la partie théorique et demain, on va juste voir des exemples détaillés du coup. Et on va essayer de finir aujourd'hui avec la partie du coup sur les coordonnées. Alors, j'avais fait une ligne jaune, là on s'était arrêté la dernière fois, donc on va reprendre exactement de là. Et vous remarquerez que si vous avez vu la correction de mon exercice juste auparavant, ici, tout ce qui se passe, c'est en fait qu'on vous rappelle des propriétés que vous connaissez déjà, mais juste, vous les aviez connues, juste en oubliant en fait les troisièmes coordonnées. Par exemple, regardez ici ce que je viens de effacer. Si vous effacez juste la troisième coordonnée, en fait, vous retrouvez la formule qui était vraie pour 2 points dans un repère. Si vous voulez calculer le vecteur de coordonnées AB, donc qui commence à 1 et qui termine en B, et vous faites xb moins xa première coordonnée, yb moins yk. Et maintenant, tout ce qu'on fait, en fait, c'est juste qu'on rajoute la fameuse troisième coordonnée. Mais c'est tout. Ça ne change absolument pas dans la substance, dans le contenu. La même chose donc est vraie pour à la fois le vecteur AB qu'on a ici, le milieu entre deux points, donc le milieu d'un segment entre deux points AB, ça se fait avec une opération toujours similaire, et la distance, attention à ça du coup, la distance entre deux points, donc la distance AB, ça se fait de cette façon-là. Je vous rappelle que avant c'était la même formule dans le repère en deux dimensions, mais il manquait justement le troisième terme, ce terme-là, il n'était pas présent. Maintenant, il est là. D'accord? Donc, je le ferai apparaître. Il est là. OK? Voilà. Donc, je ne veux pas passer plus de temps que ça à vous rappeler cette formule. C'est juste une généralisation à la dimension 3 de ce qu'on sait déjà faire en dimension 2. OK. Propriétés, ce sont encore des généralisations ici. Qu'est-ce qui se passe si on est en train de travailler avec deux vecteurs U et V? Eh bien, si on veut faire leur somme, qu'est-ce qu'on fait? On fait directement du coup la somme de leurs trois coordonnées. Si on veut faire la multiplication d'un vecteur fois un réel, on multiplie le réel fois le vecteur. Encore une fois, ce ne sont que des généralisations de ce qu'on sait déjà faire en deux dimensions. Et dernière propriété, ça c'est aussi important, je vous le souligne. Si on veut calculer la norme d'un vecteur, comme avant on faisait la racine carrée de la première coordonnée plus la deuxième coordonnée, les deux au carré, et là on rajoute la troisième coordonnée. D'accord? Et cela est... ça devrait également vous rappeler le calcul des modules de nombres complexes parce qu'on faisait la même chose avec la partie réelle et imaginaire. Ici, du coup, nous avons trois coordonnées, donc on va additionner trois coordonnées au carré. X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Encore une fois, ces généralisations-là, je trouve, sont très naturelles. Donc, je ne voudrais pas passer plus de temps que ça sur ce rappel. Je vous le laisse afficher encore une dernière fois. Je vous rappelle également que vous avez le lien pour le télécharger ce manuel si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, sinon vous pouvez bien sûr prendre votre cahier court et recopier du coup les propriétés que je suis en train de vous énoncer ici. Ok, on va passer à la suite du coup. Ça, c'est un exercice, c'est une méthode qui décrit comment déterminer si des points sont coplanaires ou pas en exploitant du coup leurs coordonnées. Alors, ça c'est un exercice plutôt intéressant, donc on va s'arrêter un instant là-dessus. D'accord? Ici, il nous fait faire un exemple. Je préfère cette fois-ci vous faire moi-même l'exemple. Donc, je vais juste prendre ce texte et le faire à côté parce que ça mérite d'être détaillé. D'accord? Alors, ici, on a un repère et 4 points dont on connaît leurs coordonnées. Et qu'est-ce qu'on veut montrer? Eh bien, on veut montrer que ces 3 points-là sont coplanaires. Alors, je dois vous rappeler qu'est-ce que ça voulait dire pour que 4 points soient coplanaires. J'espère que vous vous en souvenez. On l'avait vu dans un des derniers cours, il y avait une propriété qui nous décrivait comment le faire. Eh bien, on exploite les coordonnées des 3 vecteurs qu'on peut écrire à partir de ça. C'est-à-dire qu'on va fixer un des 3 points, donc on va fixer le point A, et on va essayer de montrer donc que les 3 vecteurs AB, AC et AD,
ils se trouvent tous bel et bien dans le même plan. D'accord? Ça, c'est l'idée. Et pour montrer que trois vecteurs sont coplanaires, je vous rappelle, il faut réussir à, eh bien, si j'appelle ça U, ça je l'appelle V, et ça je l'appelle W, il faut que j'arrive à écrire un des trois vecteurs, par exemple U, comme une somme des deux autres, mais pas aussi simplement que ça, mais avec des éventuels facteurs multiplicateurs. Donc, il faut prendre en considération la possibilité que V soit multiplié fois un certain réel alpha et que B soit multiplié fois un certain réel et que W soit multiplié fois un certain réel bêta. Voilà, c'est ça qu'on va faire du coup. Alors, je vais noter les coordonnées des 4 points. Donc, ça va être A, 1, 2, 0, B, moins 1, 1 et 1. Et C, lui, ce sera 1, 4, 1. Et le point D, enfin, ce sera 3, moins 1, 3. 3, moins 1, 3. Ok, moi je vais travailler avec 3 vecteurs. Donc ce sera avec les vecteurs AB. Donc je calcule aisément les coordonnées. Alors AB, du coup, je prends les coordonnées de B et j'y soustrais les coordonnées de A. Moins 1, 1, 1, auquel je soustrais les coordonnées de A, 1, 2, 0. Je trouve facilement le vecteur de coordonnées moins 2, moins 1, 1. Ensuite, je fais le vecteur AC. Donc, je prends les coordonnées du point C, 1, 4, 1. Et j'y soustrais, comme tout à l'heure, les coordonnées du point A. Donc, c'est 1, 2 et 0. Voilà. Je trouve comme résultat 0, 2 et 1. Très bien. Troisième et dernier vecteur, ce sera le vecteur AD. J'ai fait du coup toujours la même chose. Donc je fais les coordonnées du point D cette fois-ci. 3, moins 1 et 3. J'espère ne pas m'être trompé avec les coordonnées. Je regarde juste pour être sûr. 3, moins 1, moins 3. Est-ce que je l'ai bien écrit? 3, moins 1, moins 3. Voilà, j'avais oublié un moins ici. J'avais justement un petit doute pour ça. C'est bien ça, 3, moins 1, moins 3. Très bien. 3, moins 1, moins 3. Donc ici, je vais noter 3, moins 1, moins 3, auquel je vais soustraire les coordonnées du point A, 1, 2, 0, sont toujours les mêmes. Et je trouve 3, moins 1, 2, moins 1, moins 2, moins 3, moins 3, moins 0, toujours moins 3. Voilà, super. Donc maintenant que nous avons écrit les trois vecteurs, AB, AC et AD, on va essayer de vérifier si on pourra trouver ou pas eh deux valeurs telles que je puisse écrire AB comme étant égal à AC plus AD, mais où est-ce que je vais situer les deux valeurs? Eh bien, les deux valeurs vont être la première valeur réelle alpha qui va être multiplicative par rapport à AC, et la deuxième, ça va être bêta qui multiplie AD. Donc, ces deux valeurs sont les deux inconnus de mon problème. Les deux inconnus parce que je ne connais pas leurs valeurs et que je veux déterminer des valeurs possibles pour alpha et pour bêta. Essayez de comprendre ce truc. Si vous arrivez à trouver les deux valeurs de alpha et bêta, si elles existent, si elles sont réelles, s'il n'y a aucun problème avec leurs deux valeurs spécifiques, on va pouvoir écrire le premier vecteur AB comme une somme des deux autres vecteurs à une constante près, d'accord, à une multiplication près. Ça, c'est l'idée. Et donc, ça m'amène à écrire que du coup, AB, donc le vecteur moins 2, moins 1, 1, doit être égal à alpha fois le vecteur AC, donc 0, 2, 1, plus bêta fois, je vais encore écrire en rouge pour bien vous expliquer quel est le rôle de alpha et bêta, plus bêta fois AD. Or, AD, c'est 2, moins 3, moins 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je peux commencer notamment à lire les résultats de deux multiplications. Donc, ça devient moins 2, moins 1, 1. Bah, ça doit être égal à alpha fois 0, alpha fois 2 et alpha fois 1, auquel je somme le deuxième vecteur. Donc, ça devient bêta fois 2, bêta fois moins 3, et encore une fois, bêta fois moins 3. Vous voyez là, j'ai
écrit alpha et bêta à l'intérieur parce que j'ai commencé à faire les opérations. Ok, maintenant, regardons qu'est-ce que nous avons écrit. Eh bien, nous avons écrit une somme, donc un vecteur, moins 2, moins 1, 1, comme étant égal à une somme de deux vecteurs. Mais lisons qu'est-ce que ça veut dire coordonnée par coordonnée. Alors déjà, je peux effectuer la somme du côté de droite. Et donc ici, ça va me donner comme résultat. Alors alpha fois 0, ça fait 0, plus 2 fois bêta. À la deuxième ligne, j'ai 2 fois alpha plus moins 3 fois bêta. En fait, ça fait moins 3 bêta. Je pense que vous le voyez, donc je vais juste marquer ça. Et le dernier, c'est alpha moins 3 bêta également. Et alors maintenant, vous savez que ça va être vrai si et seulement si les trois lignes maintenant, regardez, les trois lignes que je suis en train de assurer, elles sont égales entre elles. Donc si en particulier moins 2 est égal à 2 fois bêta, si moins 1 est égal à 2 fois alpha moins 3 fois bêta, et si 1 est bien égal à alpha moins 3 bêta. Alors ça c'est ce qu'on appelle, donc ce dernier, bien sûr celui-là, c'est ce qu'on appelle un système avec trois équations. Et je vais maintenant mettre tout en œuvre pour essayer de le résoudre. Alors pour la résolution d'un système, on va résoudre une équation à la fois. Donc je vais les appeler peut-être l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. Et je vais donc commencer par résoudre la première. Comme ça, je ne vais pas courir le risque de me tromper. Et donc je vais écrire que tout ce système, il est équivalent au système suivant. Moins 2 égale à, faisons déjà un premier passage, moins 2 égale à 2 bêta. Là, je peux diviser à gauche à droite fois 1, fois 2, pour obtenir 1, justement. J'ai spoilé le résultat. Donc, ça me donne que moins 1 est bien égal à 1 fois bêta, donc moins 1 est égal à bêta. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça au niveau des conséquences? Si bêta est égal à moins 1, dans la deuxième équation, j'aurai moins 1 égale à 2 fois alpha, moins 3 fois non plus bêta, mais moins 1. Parce que je trouvais que la seule valeur possible pour bêta, c'est moins 1. Ok. Et la troisième équation, donc l'équation 3, ce sera égal à alpha moins 3 fois moins 1. Super. Je vais encore faire un si et seulement si. Et dire que du coup la première équation maintenant je ne vais plus la toucher, mais par contre je peux écrire que la deuxième équation deviendra, donc l'équation 2 ça devient moins 1 égale 2 fois alpha, et bien moins 3 fois moins 1 ça fait plus 3, je pense que c'est pas un problème. Et la deuxième pareil, 1 égale alpha plus 3. Super. D'accord. Donc maintenant je vais me mettre au travail sur la deuxième et la troisième équation. Et donc je vais dire que ça c'est vrai si et seulement si. Je passe du coup ici et j'écris du coup. Alors bêta est égal à moins 1, ça c'est établi. Je le réécris donc à l'inverse. Et ici qu'est-ce que je peux lire? Je peux lire que 2 alpha doit être égal à moins 1 moins 3. Parce que si je passe le 3 de l'autre côté, ça me donnera moins 3. Mais du coup, ça veut dire, c'est équivalent à dire en fait que 2 alpha est égal à moins 4. Et d'ici, vous pouvez déduire facilement que alpha doit être égal à moins 2, en faisant moins 4 divisé par 2. Mais alors, la troisième équation, donc l'équation numéro 3, ça devient 1 égale à moins 2 plus 3. Alors, regardons un instant la dernière. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Eh bien, je pense que je peux affirmer avec conviction que ici, je réécris bêta égale à moins 1. Alpha est égal à moins 2, c'était la deuxième équation qui s'est transformée à ça. Et la troisième, c'est 1 égale à 1 en fait. Et ça, c'est vrai tout le temps. Mais alors, ça veut dire que comme la troisième équation est toujours vraie et que la première me donne la valeur de bêta et la deuxième me donne la valeur de alpha, ça veut dire que j'ai trouvé les deux valeurs telles que si je les remplace dans mon égalité du départ, je peux obtenir du coup que AB, c'est bien égal à moins 2 fois AC, moins 1 fois AD. Et ça va être ma façon d'exprimer le premier des vecteurs en fonction des deux autres, multiplier chacun, donc fois une certaine quantité. Et du coup, j'en déduis que A, B, premier vecteur, AC, deuxième vecteur,
AD, troisième vecteur, sont coplanaires. Et du coup, les 4 points A, B, C, D le sont aussi. Bah oui, c'était ce qu'on avait dit au tout début de cet exercice. Voilà. Alors, je vous laisse encore cet écran un instant. Ça, c'est une tâche que vous devez vraiment apprendre à maîtriser. Je vais juste vous l'encadrer parce que c'est très important. C'est très important parce que c'est une question qui arrive très souvent au baccalauréat. D'accord? C'est une des questions typiques qu'on pose en géométrie dans l'espace. Je tiens à souligner quelle est la puissance de cette méthode. Avec ne serait-ce que quelques petites équations de premier degré, on a pu résoudre quelque chose de très difficile. C'est juste magnifique. Ok, je retourne vers le cours. Ne vous inquiétez pas, on va faire d'autres exercices de ce type-là. Je retourne donc vers mon cours. Voilà, où est-ce qu'on en était? Alors, on a vu du coup cette méthode. C'est ici, si vous voulez la relire. Vous voyez, ce système a été résolu ici. Vous voyez que là, il y a ceci, seulement ci, où le système est résolu en faisant juste quelques étapes très rapides. Et en plus, à la place de résoudre le système comme moi je l'ai posé, lui, il le résout autrement. C'est-à-dire qu'il pose AD égale à alpha AB plus bêta AC. Mais c'est pareil, hein, tout aurait marché même si vous l'aviez écrit d'une autre façon. Voilà. Voilà, c'est super. Passons à la suite du coup, c'est-à-dire à mon sujet préféré, la représentation paramétrique de droite et de plan. Alors, je vais faire la représentation de droite tout de suite. Je vais me laisser pour le dernier cours la représentation paramétrique de plan. Donc, pour vous expliquer la paramétrisation d'une droite, je vais reprendre l'exemple que je vous avais fait avec les feutres. Autrement dit, je vous rappelle, j'avais sélectionné, donc ça c'est juste pour vous faire un exemple, mais vous allez voir, ça va être une construction, d'accord? Une construction de la théorie. Alors, j'avais pris un point de l'espace, par exemple ce point-là, que j'appellerai A, parce que je ne suis pas très imaginatif. Et ensuite, j'avais pris un vecteur directeur, que je vais appeler le vecteur U. Et qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que l'idée de la définition de la droite, c'était justement que avec ce vecteur, moi j'ai la liberté en fait de le prolonger autant que je veux, c'est-à-dire que je peux considérer une répétition et ça va me situer ce point-là. Je vais attendre donc cette position. Si je le répète une deuxième fois, j'arrive du coup à cet autre point-là. Si je le répète moins une fois, je reviens en arrière et j'arrive ici. Moins deux fois, ça va être là. Et ainsi de suite. Et si je le répète du coup autant de fois que je veux, je peux attendre n'importe quel point se situant sur la droite qui m'intéresse. Voilà. Ça, je vous l'avais déjà raconté, c'était l'exemple un peu que j'avais essayé de vous rendre dans l'espace avec les feutres. Ok. Alors maintenant, essayons de rendre ça général. Et donc, je vais appeler comme coordonnées du point A, je vais les appeler XA, YA et ZA. Ce sont les coordonnées du point A, du coup, générique. Et U, je vais lui donner comme coordonnée, je vais l'appeler, je vais dire que ça, c'est sa coordonnée U1, U2 et U3, juste pour le numéroter comme ça. Ok? Alors, maintenant, quelle est, à votre avis, la coordonnée que je pourrais donner, du coup, au point que je situe ici? Le point B. B, je le fais en rouge. Et bien, B, je pourrais écrire que il va être égal à quoi? Et bien, c'est comme si en fait je prenais les coordonnées du point A et ensuite j'y additionnais, comme j'ai fait une seule répétition du vecteur U, c'est comme si j'additionnais une fois le vecteur U. Donc ça correspond à dire A plus le vecteur U, qui a donc comme coordonnées U1, U2 et U3. Et si je veux être vraiment précis, du coup, ça veut dire que comme le point A, il est vrai, lui il a les coordonnées XA, YA et ZA. Mais je sais aussi que par rapport à l'origine de mon repère, qui est située quelque part ici dans l'espace, par exemple, disons que elle est située ici, l'origine, et bien je sais que si je veux arriver au point B, c'est comme si en fait j'avais fait le vecteur 0A, donc j'étais parti à l'origine. J'avais fait 0A, parce que c'est toujours comme ça qu'on fait le repérage, et ensuite j'avais parcouru le petit vecteur U. Donc en fait, je peux m'expliquer encore plus clairement, et à la place de A, j'écris maintenant que ça c'est le vecteur OA, auquel j'additionne le vecteur U1, U2
U3. Mais le vecteur OA, c'est qui en fait? Eh bien, c'est juste, toujours avec la même formule, OA, c'est les coordonnées de A, parce que c'est le deuxième, donc c'est XA, YA et ZA, auquel je soustrais les coordonnées du premier point, donc 0. Mais quand je soustrais 0, en fait, tout ce qui me reste, ce sont les coordonnées du point A, plus U1, U2 et U3. D'accord? Mais alors, ça veut dire que, pour résumer, en fait, le point B, il sera situé dans la position individuée par les coordonnées XA, YA et ZA. Excusez-moi, là, j'ai fait une petite erreur. Plus le vecteur, répété une fois, du coup, U1, U2 et U3, parce que ce sont les coordonnées de U, la numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Et alors, qu'est-ce qui se passait? À la place de vouloir atteindre le point B, j'avais voulu atteindre le point, imaginons par exemple, le point C, situé ici. Lui, combien de fois je dois répéter le point U pour l'atteindre? Eh bien, ça c'est une première fois, 2 fois, 3 fois. Donc pour arriver au point C, c'est comme si je faisais en fait la même chose exacte, mais du coup, C, ça devrait être égal à, du coup, le vecteur OA, comme tout à l'heure, plus 3 fois le vecteur U. Donc, égal à OA, c'est-à-dire XA, YA et ZA, auquel je vais additionner 3 fois le vecteur U, donc U1, U2, U3. Et ça va me donner comme résultat, du coup, XA, YA, ZA, plus 3 fois U1, plus 3 fois U2, plus 3 fois U3. D'accord? Et j'espère que vous commencez à comprendre où est-ce que je veux en venir. Imaginez de ne pas fixer un point comme moi j'ai fait. Donc là, j'ai fixé le point B, j'ai fixé le point C, mais je peux fixer un point D, par exemple ici, ça sera moins 2 fois. Mais je pourrais aussi choisir de me mettre ici, au milieu en fait d'une répétition du vecteur U, et ça peut être mon point E. Mais imaginez de choisir un point en fait au hasard le long de cette droite. On va l'appeler le point M. Alors, comment j'exprimerai les coordonnées du point M, en sachant que M est un point générique? Eh bien, la réponse est dans la prochaine définition, qui du coup nous dit que si je veux exprimer toute une droite, et exprimer toute une droite, ça correspond à pouvoir en fait écrire tous les points de cette droite avec cette même technique. Donc le point M générique, donc je ne sais pas où il est positionné, ce sera du coup lui aussi égal à OA plus combien de répétitions du vecteur U? Eh bien, je ne sais pas, et du coup, je vais mettre une certaine variable. Et la variable que je vais utiliser dans la géométrie de l'espace, la variable clé, c'est la variable que j'appelle T. C'est une tradition, on l'appelle en général toujours la variable T. C'est pas important que ce soit T, mais en général, c'est celle que vous trouverez. Et ça veut dire que selon la valeur de T, j'aurai exploré un endroit différent de ma droite. Autrement dit, si je veux attendre n'importe quel point, et ici, encore une fois, j'ai utilisé quelques abus de notation, parce que ce n'est pas le point qui est égal à une somme de vecteurs. Vous voyez bien, il faut que j'ai un vecteur aussi à ma gauche. Donc en fait, ça c'est plus précisément, c'est le vecteur OM. D'accord? Comme ici, ce n'était pas C, mais c'était le vecteur OC. Comme ici, ce n'était pas B, mais c'était le vecteur OB. Etc. etc. Comme ici, je l'ai modifié d'ailleurs, ce n'est pas A, mais c'est OA. Mais bon, tout ça c'était juste pour vous expliquer quelle est la technique. Maintenant nous sommes au niveau des définitions, donc il va falloir être précis. Et donc pour définir un point M qui appartient à cette droite, OM, il sera donc égal à quoi? Eh bien, il sera égal à OA, donc on a dit XA, YA, ZA, auquel je vais additionner T fois le vecteur directeur de la droite, qui est égal du coup à T fois U1, U2, U3. Autrement dit, si le point M est générique, un point quelconque donc, je peux par exemple lui donner comme coordonnées les coordonnées M, X, Y, Z, sans rien spécifier justement parce que ces trois variables
n'importe lesquels. Et donc, je peux dire que OM, c'est égal à X, Y, Z, et que ça est donc égal à XA, YA, ZA, plus, et du coup, ça c'est TU1, TU2, TU3. Et si je lis cela ligne par ligne, cela va me donner que les coordonnées du point M, il doit pouvoir s'exprimer comme X égale à XA plus T fois U1, Y égale à YA plus T fois U2, et enfin Z égale à ZA plus T fois U3. Ça, c'est ce à quoi je voulais arriver. C'est quelque chose de très important. Et je reviens donc à mon cours pour vous expliquer du coup ce qui est marqué là-dessus. Qu'est-ce qu'on a effectivement? Alors, on va commencer plutôt par là. Alors, dans un repère de l'espace, on considère la droite D passant par le point A, XA, YA et ZA, et de vecteurs directeurs U, alpha, bêta, gamma. Cette petite lettre-là, ça se lit gamma, c'est une lettre grecque. Et donc ici, à la place d'écrire comme moi U1, U2, U3, les trois coordonnées de U, il les appelait alpha, bêta, gamma. Et vous voyez ici, il vous dit que du coup, le point M de coordonnées X, Y, Z, il appartient à la droite, si et seulement si. Vous pouvez trouver en réel T tel que le système qui est ici marqué soit vérifié. Et ce système, vous l'aurez j'espère remarqué, c'est exactement celui que moi je vous avais donné il y a quelques secondes seulement. Ok? Donc c'est exactement le même système. Ok? À la condition prête d'échanger les lettres alpha, gamma, bêta par U1, U2, U3 que je vais utiliser moi-même. Ok? Ici, il vous explique pourquoi d'une autre façon. J'espère que mon explication est assez claire. Je sais que c'est en général un point assez délicat de la théorie. Moi, je trouve ça absolument génial parce que ça nous permet de, avec une simple expression très limitée dans l'espace, en fait, vous voyez seulement avec cette écriture-là, ce petit système, en fait, vous êtes en train de décrire une droite infinie de l'espace. Ça, c'est quand même magnifique. D'accord? En commençant du coup avec un point A fixé sur cette droite et un certain vecteur directeur que vous avez appelé le vecteur U. Voilà, d'accord? Ça, c'est vraiment l'idée de base. La définition qu'on peut en déduire, et on va s'arrêter exactement ici pour aujourd'hui, c'est déjà assez, c'est du coup qu'est-ce que c'est une représentation paramétrique de la droite D? Eh bien, une représentation paramétrique, c'est juste ce système d'équations. C'est-à-dire que maintenant, on parlera de droite en parlant du système qui la définit. Donc, ce système d'équations-là, c'est ce que j'appellerais la représentation paramétrique de la droite. Et c'est grâce à ça que je traiterai maintenant des exercices où il y a des droites. D'accord? Et évidemment, hein, le vecteur directeur, je peux le déduire facilement. Une fois qu'on me donne le système, je lis juste les trois coordonnées alpha, bêta, gamma, et elles vont aller composer mon vecteur directeur. Vous les retrouvez toutes là-bas. Voilà, voilà. J'espère que cela est clair. Je répondrai à vos questions si vous les laissez en commentaire ou si vous les envoyez par mail. On en reparle demain. On va reprendre exactement par ce concept de théorie et on va voir aussi la représentation paramétrique d'un plan. Si vous êtes curieux, vous pouvez déjà commencer à le lire. Ça se trouve juste ici. Mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai ça aussi dans le détail. Je vous souhaite donc une très bonne fin de journée, un bon travail et à bientôt.